Je vous souhaite la bienvenue au webinaire Soutien juridique adapté, préserver la dignité des personnes atteintes d'un cancer en situation de précarité financière, présenté en collaboration avec notre partenaire Juripop. Je m'appelle Laure Ranlerberg et suis adjointe à la direction générale et au développement des programmes et services à la Fondation québécoise du cancer. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Maître Sarah. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire. Je suis Justine Sarah, je suis avocate chez Juripop et gestionnaire de programmes au service juridique. Je m'occupe des programmes, notamment celui avec notre partenaire qui est la Fondation québécoise du cancer. Puis aujourd'hui, on va regarder pendant le webinaire, je vais vous parler un peu de Juripop, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les services qui sont offerts avec la Fondation québécoise du cancer. Puis, on va regarder quelques exemples de situations, de cas d'espèce qui pourraient s'appliquer à vous et des questions fréquentes que vous pourriez avoir dans votre vie quotidienne. Puis, je vous donnerai quelques ressources qui pourraient vous aider si jamais vous avez des questions supplémentaires. Donc, comme Laure l'a indiqué, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Il y aura une période de questions à la fin de la présentation du webinaire d'une quinzaine de minutes environ. Donc, Juripop, tout d'abord, c'est un organisme à but non lucratif qui est né en 2009 lorsque le revenu annuel maximal pour avoir le droit d'être admissible à l'aide juridique était de 12 000 Donc, les personnes qui voulaient avoir un avocat gratuitement devaient gagner maximum 12 000 par année, ce qui correspondait à près de 8 000 de moins que le salaire minimum. Donc, Juripop a été créé avec la mission, la fondation, l'objectif de pouvoir fournir des services juridiques à ces personnes-là qui étaient comme oubliées de la société, celles qui avaient un salaire qui était dit trop élevé pour être admissibles à l'aide juridique, mais qui définitivement n'avaient toujours pas les moyens de se payer un avocat qui pratique en pratique privée. On a évolué à travers les années, puis on a élargi notre mission d'accès à la justice pour garantir, entre autres, le respect, l'autonomie, la dignité des personnes et de contribuer à l'atteinte d'une société qui est juste, égalitaire. Notre mission, c'est d'assurer l'accès à la justice pour aider ces personnes-là en offrant des services juridiques qui sont créatifs, accessibles, inclusifs et qui vont répondre aux besoins de plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, outre le partenariat qu'on a avec la Fondation? On déploie des services juridiques de première ligne. C'est un peu le service d'assistante qu'on peut vous offrir également. On agit sur le terrain au sein des communautés. On essaye également d'influencer les réflexions et les prises de décision sur les enjeux d'accès à la justice en lien avec l'administration de la justice. Puis, on veut collaborer avec des organisations qui vont partager cette vision-là. C'est un peu tout à fait dans cette ligne-là de mission qu'on a mis en place avec la Fondation québécoise du cancer, puis grâce à la contribution du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires du Québec, notre service d'assistance juridique téléphonique. C'est un service qui a été lancé par Juripop et la Fondation en mai dernier, donc en mai 2022, il y a presque un an, dans quelques mois. Et l'objectif est d'offrir des conseils et de l'information juridique aux personnes qui vivent avec le cancer à travers le Québec et qui sont dans une situation de précarité financière. C'est donc un service d'assistance juridique où les personnes peuvent facilement sur notre site Internet faire une demande et parler avec un avocat gratuitement. Ce sont donc les barèmes d'admissibilité financière selon un revenu maximal par année qui vous permettent d'avoir accès à ce service-là. Si vous êtes en situation, si vous avez le cancer, tout simplement, ce sont les critères d'admissibilité. Et nous pouvons vous offrir de l'assistance juridique dans plusieurs domaines de droit. Le droit civil, le droit du logement, le droit du travail, le droit de la famille. Et potentiellement, si vous avez des questions qui sortent de ce cadre-là, on a aussi une expertise pour faire des recherches et vous accompagner dans différents types de dossiers. Pour vous donner un peu un exemple là, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le droit civil, logement, travail, famille, qu'est-ce que ça implique. J'ai regroupé quelques exemples qu'on a déjà vus passer, des situations qui sont arrivées à plus d'une personne. Donc, c'est des trucs qui pourraient vous arriver ou que vous avez peut-être déjà entendu de vos proches qu'ils aient le cancer ou qu'ils n'aient pas le cancer. C'est c'est des situations qui peuvent arriver, mais qui
cause un fardeau qui peut être vraiment élevé quand on vit avec le cancer et qu'on a d'autres préoccupations financières que les problèmes juridiques. Un premier cas d'espèce, c'est en droit civil qui est spécifiquement sur une copropriété indivise. C'est vraiment la copropriété indivise, c'est le fait d'avoir acheté un immeuble, une maison, un condo avec quelqu'un d'autre. On est les deux propriétaires exactement, peut-être à 50-50, 40-60, peu importe, mais il y a deux propriétaires à l'immeuble et il arrive une séparation, vous voulez que l'une des parties, l'un des ex-conjoints vende sa partie à l'autre, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est inclus dans ce contrat-là, c'est quoi la bonne valeur monétaire que vous pouvez demander pour votre partie que vous voulez vendre. Vous n'êtes pas certain de bien comprendre c'est quoi vos droits, est-ce que vous avez le droit d'accepter, de refuser qu'on rachète votre partie de la maison ou pas. C'est une situation dans laquelle vous pourriez nous appeler pour qu'on puisse vous aider, dépendamment des faits qui s'appliquent à votre dossier, évidemment, mais si c'est des trucs qui arrivent vraiment super fréquemment et c'est des trucs sur lesquels l'assistance juridique couvre ce type de problème. On a vu également en droit de la famille, concernant le temps parental ou qu'on appelle plus communément la garde partagée entre des enfants, une demande qui a été faite pour modifier la garde par un ex-conjointe parce que l'autre parent était fréquemment en traitement de chimiothérapie. Vous voulez savoir si cette situation-là peut avoir un impact réellement sur la garde de vos enfants. Est-ce que ça peut faire modifier le temps parental ou pas? C'est un type de question sur lequel on peut vous aider. C'est quelque chose sur lequel ça dépend des circonstances, ça dépend de beaucoup plus que seulement le traitement en tant que tel, mais c'est des questions que vous avez que vous pouvez appeler Juripa pour avoir des conseils à ce sujet. Un autre cas d'espèce qu'on voit en droit du logement, puis ça arrive très fréquemment, surtout dans les dernières années. Vous recevez une augmentation de loyer de 200 et votre propriétaire vous indique sur le document que vous pouvez soit l'accepter ou quitter votre logement. Vous voulez savoir quels sont vos droits, vous décidez de refuser l'augmentation, le propriétaire ouvre un dossier contre vous au tribunal administratif du logement. Vous voulez comprendre comment vous préparer pour l'audience, vous voulez savoir c'est quoi les chances de succès du propriétaire ou pas. Vous pouvez nous appeler pour ça. On peut vous accompagner là-dedans, regarder les documents qui vous ont été envoyés, vous donner des conseils et vous indiquer comment répondre à un propriétaire ou comment répondre au tribunal, le cas échéant. Et finalement, un autre exemple dans les cas d'espèce qu'on a en droit du travail, vous êtes en arrêt de travail en raison des traitements pour le cancer, puis vous voulez faire du bénévolat dans une banque alimentaire de votre quartier, 1 à 2 heures par semaine. Est-ce que vous avez le droit de faire du bénévolat même si vous êtes en arrêt de travail? Est-ce que ça pourrait impacter vos prestations? Encore une fois, ça dépend des circonstances, ça dépend du type de bénévolat, ça dépend du type de travail également. Mais si vous voulez savoir c'est quoi les impacts, vous pouvez nous appeler, on peut vous aider à comprendre dans votre situation, selon votre contrat de travail, si vous avez une convention collective, si ce sont des assurances qui sont offertes par la CNSST ou par un assureur privé, on peut vous aider à essayer de comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans. Donc, ça, c'était 4 cas d'espèce qu'on voit fréquemment, que la personne vive avec le cancer ou non. C'est des trucs qu'on travaille avec quotidiennement, puis ça nous fait toujours plaisir de pouvoir aider quelqu'un qui a ces questions-là dans ces domaines-là, par exemple. S'il y a d'autres questions que vous n'êtes pas certain si c'est couvert par les services, n'hésitez pas à faire votre demande quand même d'assistance juridique téléphonique parce qu'on va pouvoir regarder puis analyser avec vous est-ce que c'est quelque chose sur lequel on a une connaissance, une expertise et qu'on peut vous répondre. En cas de doute, faites votre demande puis on va pouvoir vous indiquer dans quelle mesure on peut vous aider. Moindrement, on vous référera à un autre organisme qui peut vous donner des réponses ou à un autre sujet si ce n'est pas un domaine de droit pour lequel on a l'expertise.
L'assistance juridique téléphonique est disponible à travers toutes les régions du Québec, peu importe vous êtes de où. Donc, c'est l'avantage que ce soit par téléphone. Vous pouvez nous appeler, même si nous, on est physiquement situés à Montréal. Je suis présentement moi-même en télétravail à l'extérieur de Montréal. Donc, je peux répondre à vos appels, peu importe de où je me trouve au Québec. Et c'est la même chose pour mes collègues. Donc, je vous ai présenté un peu le service d'assistance téléphonique. Je voulais aussi vous présenter des questions fréquentes que vous pourriez avoir dans plusieurs types de droits qui ne sont pas nécessairement des cas d'espèce qu'on voit, mais vraiment pour vous donner de l'information juridique qui pourrait vous être pertinente ou utile. Dans le cadre de votre vie, c'est vraiment des questions qui reviennent fréquemment pour lesquelles nécessairement, ça ne nécessite pas nécessairement d'avoir une consultation avec un avocat, mais c'est plutôt de juste connaître la réponse ou de savoir qu'est-ce que les termes veulent dire pour qu'on puisse mieux comprendre comment ça s'applique à nous ou pas. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est l'assurance emploi, qui est appelé aussi le chômage, qui est dans le langage courant. C'est une prestation qui est offerte par le gouvernement du Canada lorsque la personne est sans emploi dans certaines situations ou qu'elle est dans l'incapacité de travailler pour une maladie, dépendamment. Ce sont des prestations qui peuvent vous être offertes si vous êtes admissible si vous avez un emploi qui est assurable, si vous avez un arrêt de rémunération, donc si vous ne recevez plus d'argent de la part de votre employeur et que vous avez cumulé un certain nombre d'heures pour vous qualifier. L'assurance emploi, donc, je vous ai nommé les critères. Il y a un certain nombre d'heures qu'il faut avoir travaillé dans l'année précédente pour être admissible. Pour les prestations d'invalidité qui découlent de l'assurance emploi, c'est un 600 heures dans la période de référence qui est demandé. Ces chiffres-là peuvent également changer. Donc, je vous invite évidemment à aller consulter les sites Internet de Service Canada si vous avez à faire une demande pour vous assurer d'avoir les informations ou de consulter potentiellement un groupe d'accès et de défense des droits des chômeurs qui peuvent également vous aider dans la rédaction d'une demande si vous avez à en faire une. Généralement, les prestations d'assurance emploi vont être équivalentes à environ 55 du salaire, mais peuvent être révisées à la hausse ou à la baisse, dépendamment des critères que j'ai mentionnés plus tôt. Et les prestations d'assurance emploi ont lieu pour une période d'environ 15 à 45 semaines. En cas de maladie, le nombre maximal de semaines était à 26. Puis, vous avez 4 semaines pour faire une demande de prestation après la perte de la rémunération. Donc, si vous avez une demande à faire en raison d'une maladie, vous devez avoir aussi un certificat médical dans votre demande. Donc, ça, c'est tous des trucs que je vous donne. Vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. Il y a des formulaires qui sont faits sur le site de Service Canada qui vous guident à travers toutes ces informations-là. Et comme je vous ai dit, appelez un groupe de défense des droits des chômeurs si vous pensez ou si vous voulez savoir si vous êtes admissible. Il y a des outils qui peuvent exister. On parle aussi d'aide sociale souvent, qui est aussi appelée le bien-être social dans le langage commun. Ça, c'est une aide de dernier recours. Donc, dans le cas où vous n'avez plus aucune prestation pour laquelle vous êtes admissible, c'est l'aide qui peut vous être fournie. Si vous n'avez aucune rémunération, vous avez terminé le chômage, vous n'avez plus le droit à prestation d'assurance maladie, euh, ça demeure, c'est l'aide de dernier recours qui peut vous être disponible. Donc, on exclut la CNSST aussi et même des prestations de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAQ. L'admissibilité va dépendre de vos revenus et de vos économies, puis c'est le gouvernement du Québec qui va s'occuper de ça. Donc, contrairement à l'assurance emploi, le chômage, qui était le gouvernement du Canada, il y a un outil qui existe sur les sites Internet pour voir votre admissibilité. Puis, il y a un programme qui existe également pour qui s'appelle la solidarité sociale. S'il y a une incapacité permanente ou définie ou qu'il y a des contraintes sévères à l'emploi, qui est un peu différente de l'aide sociale dans le terme des prestations.
Je vous explique ça parce que souvent, on a beaucoup de questionnements à savoir, ben, si je perds ma rémunération en raison de mes traitements de chimiothérapie qui s'étirent sur une période qui est plus longue que ce que mon assurance emploi ou mon assurance maladie peut me donner, qu'est-ce qui arrive après? Il y a ces prestations-là qui sont disponibles sur lesquelles vous pouvez aller chercher en cas de besoin à ce moment-là. Donc, je vous invite à ce moment-là à aller consulter les sites Internet des différents gouvernements. Le prochain sujet que je veux aborder avec vous, c'est sur la représentation et l'inaptitude pour vous parler de plusieurs programmes ou plusieurs mesures de protection qui existent dans l'éventualité où vous avez besoin de vous faire représenter par quelqu'un ou si vous arrivez dans une situation dite d'inaptitude et qu'on puisse faire un peu la différence entre les différents régimes qui existent. Premièrement, la procuration, c'est probablement un mot que vous avez déjà entendu. C'est vraiment un document dans lequel vous écrivez que vous demandez à une autre personne de vous représenter pour un acte en particulier. Ça peut être pour demander à un membre de votre famille d'aller payer une facture ou d'aller retirer de l'argent de votre compte de banque. Ça peut être utilisé comme ça, une procuration. Ça peut être utilisé auprès de votre employeur. Si vous n'êtes pas en mesure d'envoyer un courriel, vous pouvez préparer une procuration pour que quelqu'un de votre famille ou un proche puisse communiquer avec votre employeur en votre nom. La procuration, c'est une mesure qui est utilisée quand la personne est encore apte. L'ap- L'aptitude, je vais vous l'expliquer juste là, tout de suite après, mais la personne doit être encore en mesure de surveiller là, si les actes sont conformes à sa volonté. Donc, elle doit quand même avoir une certaine compréhension et capacité de faire le suivi de ce qui a été demandé dans la procuration. Ce qu'il ne faut pas confondre avec le mandat de protection, parce que la procuration va vous permettre de nommer quelqu'un en cas d'aptitude, alors que le mandat de protection en cas d'inaptitude, ça va être un document que vous préparez dans l'éventualité où vous devenez inapte, qui ne sera pas applicable tant et aussi longtemps que vous êtes considéré apte. Puis l'inaptitude, c'est l'incapacité de prendre soin de sa personne ou de ses biens. C'est quelque chose qui est déterminé particulièrement souvent par le tribunal, potentiellement par un notaire également. Mais l'inaptitude peut être de différents niveaux. Elle peut être partielle, totale, temporaire ou permanente. On peut voir une incapacité partielle qui est permanente pour une personne, par exemple, qui aurait une déficience intellectuelle qui est légère, qui lui permet quand même de prendre des décisions, mais c'est de façon permanente, ça peut influencer sa capacité à gérer ses biens. On peut voir une incapacité qui est partielle et temporaire à la suite d'une hospitalisation parce qu'il y a un accident de la route. Si vous êtes hospitalisé parce que vous avez fait un ACV, vous êtes temporairement inapte à prendre des décisions pour vous. Ça peut être une incapacité qui est permanente aussi. On voit ça, par exemple, dans les maladies dégénératives. Donc, quand vous arrivez dans une situation d'inaptitude, vous pouvez, avant, en prévision de si jamais ça arrive, avoir préparé un document officiel qui s'appelle le mandat de protection ou le mandat en cas d'inaptitude et dans lequel vous nommez quelqu'un qui peut être quelqu'un de votre famille, un proche, un ami, un allié, pour prendre des décisions pour vous, gérer vos biens dans l'éventualité où vous êtes dans le coma, par exemple. C'est vraiment l'image qu'on utilise quand on parle du mandat de protection. Qui va décider pour moi, qui va payer mes factures, qui va faire mes paiements d'hypothèque si je tombe dans le coma, la personne va pouvoir prendre le mandat en cas d'inaptitude et le présenter à la cour ou à un notaire accrédité pour que l'inaptitude soit constatée et que le mandat entre en vigueur. Donc, la personne va pouvoir commencer à prendre des décisions pour vous pendant l'inaptitude. Qu'est-ce qui est différent avec le régime de protection? C'est que le régime de protection, il n'y a pas nécessité d'avoir préparé un document avant. C'est vraiment quelque chose qu'on demande au tribunal qui nécessite une évaluation médicale et psychosociale pour conclure à une inaptitude. Et c'est ces personnes-là qu'on va appeler des tuteurs ou des curateurs qui vont représenter la personne de façon totale et permanente. Donc, si jamais vous n'avez pas prévu de mandat de protection ou en cas d'inaptitude, il y a toujours une possibilité que vos proches demandent au tribunal d'ouvrir un régime de protection pour
qu'il y ait des décisions qui puissent être prises pour vous malgré votre inaptitude. Il faut savoir aussi que depuis novembre 2022, la curatelle n'existe plus. Donc, les personnes qui étaient précédemment nommées curateurs vont être nommées tuteurs. Donc, ils vont avoir un rôle qui est similaire. Si jamais vous avez déjà entendu ces mots-là. C'est très récent. Et depuis novembre 2022, il y a aussi un nouveau service. Vous avez peut-être vu les publicités qui passent du gouvernement ces temps-ci sur le régime d'assistant au majeur. Donc, c'est le tribunal où quelqu'un peut nommer un représentant pour accomplir un acte précis. Par exemple, se faire représenter à un procès, vendre une maison, signer un bail, emprunter de l'argent quand elle a besoin d'être représentée temporairement pour l'acte visé. Ça peut être aussi simple que vous voulez être assisté par votre fils pour changer votre forfait de téléphone. Vous pouvez remplir un petit document d'assistant au majeur qui va être indiqué dans un registre qui est public et que les personnes vont pouvoir consulter et savoir que c'est vraiment valide, que la personne vous représente réellement. Enfin, les directives médicales anticipées qui sont différentes des 3 trucs que j'ai mentionnés précédemment, ça va vraiment déterminer les soins qui pourront vous être donnés de façon anticipée. Donc, vous prenez la décision de façon anticipée de quels soins vous voulez avoir dans le cas où vous êtes inapte, au lieu que ce soit la personne qui est la tutrice ou qui est dans le régime de protection qui prenne cette décision-là. Vous allez l'avoir déjà pris par vous-même. Les directives médicales anticipées, ça va traiter de la réanimation cardio-respiratoire, de la ventilation assistée, la dialyse, de l'alimentation, d'hydratation forcée ou artificielle. Vous décidez de façon anticipée si vous voulez que ces soins-là vous soient donnés. C'est un formulaire de la RAMQ que vous complétez. Elles sont versées au registre des directives médicales anticipées. Elles peuvent faire partie du dossier médical, donc le corps soignant doit aussi les respecter. Puis la différence avec un mandat de protection, c'est que le mandataire va pouvoir discuter avec les professionnels de la santé, essayer de faire respecter vos volontés si vous lui avez mentionné, mais les directives médicales anticipées sont vraiment beaucoup plus détaillées et les médecins et le corps soignant peuvent les appliquer de façon automatique. À qui vous devriez parler de ces situations-là, à votre famille, à vos proches, avec un notaire, pour premièrement déterminer est-ce que vous voulez préparer ces documents-là de façon anticipée et est-ce que vous avez quelqu'un qui veut agir pour vous si vous devenez inapte? Est-ce que ça veut être votre conjoint, vos parents, vos enfants, pour essayer de déterminer un peu à qui vous voulez donner cette responsabilité-là, puis si la personne est à l'aise de la recevoir également. Le prochain sujet traite plus de l'héritage et du décès, donc les différences entre la succession légale, donc la succession qui n'a pas de testament, et quels sont les testaments. En principe, ce qu'on applique, c'est la succession légale, sauf si quelqu'un a prévu autre chose dans un testament pour savoir à qui vont ses biens à la fin de à son décès. Donc, la succession légale, qu'est-ce qui est prévu? C'est des règles vraiment super strictes que si vous avez des enfants et un conjoint, il y a 2 tiers qui vont aux enfants et 1 tiers au conjoint. Si vous avez juste des enfants, tout va aux enfants. Si vous avez un conjoint, mais aussi des parents et des oncles et des tantes, des neveux, des nièces, il y a une partie qui est répartie à travers ces personnes-là. Je ne vous les explique pas tout en détail parce que ça ferait une présentation en tant que telle de 3 heures seulement. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous n'avez rien prévu, ça va être ces règles-là qui vont s'appliquer. Et que les conjoints de fait, donc si vous n'êtes pas marié ou unis civilement avec votre conjoint, ne sont pas protégés en cas de décès. Donc, ils ne recevraient pas de part d'héritage, sauf si vous avez prévu autre chose dans un testament. Les testaments peuvent être... les testaments vont vous permettre de décider qui hérite de vos biens, mais aussi la part de chacun des héritiers qui héritent de vos biens. Si vous voulez donner un bien en particulier à une personne,
vous allez pouvoir désigner un liquidateur et ça va être plus rapide de traiter votre succession s'il y a un testament que s'il n'y en a pas. Il y a trois façons de faire un testament, ce qui est l'information qui est la moins connue. Il y a le testament notarié devant un notaire que tout le monde connaît très bien et qui est la plus connue. C'est un document qui indique le notaire quelles sont les dispositions qui sont prévues. Ça n'a pas besoin d'être vérifié par le tribunal parce que le notaire va vérifier votre identité, va vérifier si vous avez la capacité de faire un testament, va rédiger de façon exhaustive et pour prévenir les différences d'interprétation. Mais ça va avoir un coût qui est au minimum entre 250 et 500 dollars en raison des honoraires professionnels et ça nécessite du temps. Les avantages sont vraiment que c'est pas besoin d'être vérifié par un tribunal parce que les deux autres types de testaments, qui sont le testament devant témoin et le testament holographe ou le testament signé à la main, doivent être vérifiés par le tribunal. Les deux autres types de testaments, donc le premier, c'est devant témoin. C'est un testament qui est fait devant deux personnes de plus de 18 ans qui sont capables de signer devant le testateur et ça ne doit pas être des héritiers qui sont les témoins pour éviter qu'il y ait une influence. Mais les trois personnes, donc la personne qui fait le testament et les deux témoins, signent le document. C'est sans frais, c'est simple, c'est facile à faire. Ça a une bonne force probante, donc c'est facile à prouver devant un tribunal parce qu'il y a deux témoins qui étaient là. Mais par contre, ça doit être vérifié par le tribunal ou par un notaire au décès. Donc, ça, il y a des coûts, des délais au décès qui peuvent s'appliquer. Dans l'éventualité où vous n'avez pas l'option d'aller devant un notaire, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Et l'autre type de testament, c'est le testament qui s'appelle holographe. C'est un testament qui est écrit par la personne qui doit être écrit à la main et qui doit être signé par lui. Ça aussi, c'est super simple à faire. Il n'y a pas de frais. Vous pouvez le faire rapidement. Je lègue tous mes biens à mon fils. Ça peut être tout à fait valide. Mais après, il y a une possibilité, il faut qu'il soit vérifié par le tribunal ou le notaire après votre décès. Et être certain que l'autre chose qui doit être prise en considération, c'est que la personne ou les héritiers doivent trouver ce document-là ou savoir où il se trouve à votre décès pour éviter qu'il ne reste dans vos papiers personnels. Enfin, par rapport au décès en tant que tel, il y a trois sujets dont je voulais aborder un peu avec vous. Premièrement, les préarrangements funéraires, les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Les préarrangements funéraires, c'est un contrat dans lequel vous achetez un service d'avance pour savoir comment vont se dérouler vos funérailles ou le contrat de sépulture, où est-ce que votre corps serait enterré, où est-ce que vos cendres seraient placées. Ce que vous devez savoir sur ces types de contrats-là, c'est qu'elles sont encadrées par une loi spécifique qui s'appelle la loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture et qu'il y a des critères spécifiques aussi avec la loi sur la protection du consommateur qui peuvent s'appliquer. Il y a des interdictions d'être sollicité par téléphone ou dans un établissement de santé pour vous vendre ces contrats-là. On n'a pas le droit de solliciter les proches des personnes qui ont perdu un proche, qui sont malades, d'aller les voir directement pour vous offrir. Si vous êtes vous-même malade, vous avez le droit d'aller chercher ces services-là, mais si quelqu'un vient vous voir parce qu'il sait que vous êtes dans une situation de maladie, le contrat peut être complètement annulé. Vous pouvez aussi savoir que des contrats qui sont conclus peuvent être annulés d'une certaine façon en tout temps ou dans les 30 jours, dépendamment de l'endroit où est-ce qu'il est conclu pour les préarrangements funéraires parce que vous avez le droit de changer d'idée sur ces trucs-là dans les circonstances. Puis vous pouvez l'annuler sinon avec une pénalité monétaire, mais ça peut être annulé. Par rapport aux soins palliatifs, ça, c'est vraiment les soins qui sont donnés aux personnes qui sont atteintes d'une maladie avec un pronostic de fin de vie. Et l'objectif, c'est de respecter la dignité, d'avoir la meilleure qualité possible de vie pour soulager les souffrances. On va inclure là-dedans la sédation palliative continue. Donc, le médecin
dans cette circonstance-là, va s'assurer de votre consentement pour arrêter les soins palliatifs, par exemple. Vous allez être informé du pronostic de la maladie, du caractère irréversible de la sédation, puis de la durée de la sédation palliative continue qui va mener éventuellement au décès. Puis, vos proches et vous-même pourrez recevoir du soutien à ce moment-là. Et finalement, l'aide médicale à mourir, c'est une aide qui est donnée à une personne qui va répondre à certaines caractéristiques. Vous devez savoir aussi qu'aujourd'hui même, il y a un projet de loi qui a été déposé pour élargir cette aide médicale-là à mourir à d'autres types de personnes, mais ce projet de loi-là ne sera pas adopté tout de suite. Il y a des discussions à y avoir, il y a de l'analyse qui doit se faire par rapport à ça. Donc, les critères qui existent en ce moment sont que la personne doit être assurée sous l'assurance maladie, donc la RAMQ ou potentiellement celle de d'autres provinces. Elle doit être majeure et apte à consentir aux soins. Donc, il y a une caractéristique d'aptitude ou d'inaptitude, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui aurait la maladie d'Alzheimer, au moment où sa maladie est considérée comme en fin de vie, elle ne serait plus apte à consentir à avoir l'aide médicale à mourir, donc elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide médicale à mourir. C'est un des critères qui vise à être changé dans le nouveau projet de loi. La personne doit être en fin de vie. Donc, ça va être également un critère qui vise à être modifié par le nouveau projet de loi. La personne doit être atteinte d'une maladie grave et incurable. Puis, elle doit éprouver des souffrances physiques ou psychiques qui sont constantes, insupportables et qui ne peuvent pas être apaisées dans des conditions que la personne elle-même juge tolérables. Si vous désirez ou si un proche vous désire bénéficier des soins de l'aide médicale à mourir, elle doit formuler pour elle-même sa demande. Donc, la personne qui veut en bénéficier, ça ne peut pas être ses parents, ses enfants qui le font pour elle. C'est la personne qui le veut. Elle va compléter un formulaire qui est daté et signé. Il va y avoir un professionnel de la santé qui va être là. Et vous pouvez réitérer les demandes. Donc, il y a un certain délai entre le moment où vous dites j'aimerais avoir l'aide médicale à mourir et le moment où il vous est effectivement donné pour être certain que si vous changez d'idée, vous ayez un délai qui est assez raisonnable pour que vous ayez le temps de vivre avec cette décision-là, puis prendre votre décision de façon éclairée. On a environ un 5 jours d'habitude qu'on voit dans les faits qui a de délai entre les deux types de demandes. Puis, le médecin va devoir donc s'assurer que la demande est faite de façon libre et qu'il n'y a pas de pression de la part des proches ou de la part de quelqu'un d'autre de l'entourage pour que la personne qui demande l'aide médicale à mourir, ça soit réellement sa volonté. Et il va s'assurer d'informer c'est quoi le pronostic qui est relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables, de leurs conséquences et va s'entretenir non seulement avec vous, mais aussi avec les membres de l'équipe de soins pour voir comment vous allez et pour prendre pour s'assurer que vous avez eu l'occasion de discuter de votre demande avec les personnes que vous désirez consulter et avoir leur avis, leur opinion. Et si nécessaire, demander l'avis d'un second médecin pour confirmer le respect de toutes les conditions. Donc, ça fait le tour des sujets juridiques que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Je vais vous expliquer juste un petit peu la procédure si vous voulez avoir l'assistance juridique téléphonique. C'est super simple. Dans le fond, vous rentrez sur notre site Internet sur juripop.org. Dans l'onglet Personnes vivant avec le cancer, il y a un lien vers notre formulaire dans lequel vous indiquez votre nom, vos coordonnées et votre établissement traitant par rapport à votre cancer pour pouvoir bénéficier de l'aide juridique téléphonique. Si vous n'êtes pas certain comment remplir le formulaire, si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement nous appeler au 1-855 Juripop pour que quelqu'un, un ou une agente de soutien, notre réceptionniste, puisse vous accompagner dans la complétion du formulaire ou répondre à vos questions. Et si l'assistance juridique téléphonique ne vous est pas offerte ou si vous voulez bénéficier d'un autre type d'assistance, il y a d'autres ressources qui existent pour vous aussi. Vous pouvez communiquer avec la Chambre des notaires ou un 800 notaires
pour toutes les des questions avec les testaments ou tous les trucs dont je vous ai parlé qui doivent être notariés ou pas nécessairement, vous pouvez aller demander vos questions à la Chambre des notaires. Il y a aussi l'Office de la protection du consommateur pour poser vos questions par rapport notamment au contrat de préarrangement funéraire, mais aussi à n'importe quel contrat. Si vous avez une voiture de location, vous n'avez plus les moyens de la payer, vous voulez terminer ce contrat-là, vous pouvez appeler l'Office de la protection du consommateur pour poser ce type de questions-là. Il y a aussi la ligne Info Sensée et Info Sociale au 811 au téléphone. Et comme Laure l'a indiqué dans le chat, il y a l'onglet dans le site Internet de la Fondation québécoise du cancer, J'ai besoin d'aide, qui vous amène à plusieurs ressources qui peuvent vous aider. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Maître Sarah. Et évidemment, merci à notre partenaire Jurypop. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran aussi, vous pouvez nous joindre, vous appeler à la ligne Info Cancer au 1-800-363-0063. Évidemment, visitez notre site internet à cancerquebec.com. Je vous ai aussi laissé le lien en plus dans le chat et nous allons enchaîner avec les questions. J'en ai déjà reçu quelques-unes dans le chat. Alors, je vais commencer. Alors, j'ai une demande qui vient de Céline. Est-ce que les directives médicales anticipées, est-ce qu'elles doivent être notariées? Non, ce n'est pas obligatoire qu'elles soient notariées. Elles peuvent être notariées, elles peuvent être faites devant un notaire, mais le document de directive médicale anticipée est disponible sur le site de la RAMQ que vous pouvez compléter vous-même et à mon souvenir, doit être signé aussi par 2 témoins si vous complétez vous-même, mais ce n'est pas obligatoire que ce soit devant un notaire. Excellent, merci. J'ai une question de Marco qui demande si le service est gratuit. Ah, ne l'ai-je pas mentionné? Oui, le service est gratuit. Oui, pour communiquer avec Jurypop, tout à fait gratuit. Parler à un avocat sans souci financier. J'avais une question. Existe-t-il d'autres prestations que l'assurance emploi et l'aide sociale? Oui, il y a plusieurs types de prestations qui existent. Premièrement, là, je dois mentionner les programmes d'aide financière des fondations. Il y en a un qui existe de la Fondation québécoise du cancer, d'aide à la vie quotidienne. Il y en a de d'autres types de fondations également. Sinon, il y a une prestation d'assurance invalidité qui existe du régime des pensions du Canada. Donc, c'est le même régime qui donne des prestations à la retraite, mais qui peut aussi donner des prestations d'invalidité selon certains critères. Il faut qu'il y ait des cotisations suffisantes à ce régime-là. Il y a aussi l'équivalent à Retraite Québec, des cotisations suffisantes à Retraite Québec, puis un critère d'invalidité long terme ou d'invalidité grave et permanente pour pouvoir bénéficier de ce type de prestations-là. Je sais aussi qu'il y a des prestations pour les proches qui peuvent exister de la part des différents paliers de gouvernement, donc des prestations de compassion, des prestations de proches aidants. Puis l'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de consulter votre comptable pour connaître les différents crédits d'impôt qui existent pour notamment des frais médicaux pour des personnes considérées comme ayant un handicap, pour le maintien à domicile, pour les aidants naturels, encore une fois, les proches aidants. Tout à fait. Puis, Maître Sarah, je rebondis sur ce que vous dites avec la ligne Info Cancer aussi. N'hésitez pas à appeler la ligne Info Cancer. Ce sont des infirmières spécialisées en oncologie. Puis, elles peuvent répondre à vos questions justement concernant où est-ce que je peux chercher telle aide, j'ai besoin de tel formulaire, où est-ce que je vais. Elles peuvent répondre à ces questions-là aussi, évidemment. J'avais une autre question. A-t-on le droit de refuser un traitement? Oui, tout à fait, tant que le consentement est libre et éclairé, comme dans toutes les autres décisions. Il faut que la personne pour refuser le traitement doit, dans le fond, être capable de comprendre, une capacité de comprendre qui n'est pas altérée par la maladie. Puis la personne qui est considérée inapte selon un mandat de protection ou selon un régime de protection n'est pas nécessairement
en situation où elle est incapable de comprendre si sa maladie l'impact ou non. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a automatiquement un mandat de protection que la personne n'a plus le droit de refuser un traitement. Il y a encore cette possibilité-là. S'il y a vraiment une inaptitude à consentir à un traitement ou à refuser un traitement, là, on va penser à un coma, là, ou quelqu'un qui ne peut vraiment pas donner son opinion ou comment il se sent. Il va avoir, qu'est-ce qui existe, c'est un consentement substitué qui va être donné par des membres de la famille, dépendamment de certains critères du tribunal. Là, sans mandat, d'habitude, c'est un conjoint et un proche parent, ou s'il y a des conflits entre ces personnes-là, ça va être un juge qui va trancher ou constituer un conseil de famille si c'est nécessaire. Mais le consentement peut être, si vous êtes incapable de le donner puis que vos proches ne s'entendent pas, peut être ultimement donné par le juge. Okay. J'ai une autre question. Est-ce que le testament qui n'est pas fait devant un notaire est automatiquement valide? Valide, oui, il va être tout à fait valide comme un testament notarié. Il va juste falloir qu'il soit vérifié ou homologué. Ça peut être la vérification ou l'homologation est faite devant le tribunal ou devant un notaire s'il n'y a pas de contestation. Ça peut coûter de faire homologuer ou de faire vérifier devant le tribunal, ça peut coûter jusqu'à 1500, peut-être plus ou moins, dépendamment des procédures. Donc, c'est vraiment l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de contestation puis qu'on puisse l'homologuer devant un notaire. Et l'objectif, c'est juste de vérifier que le testament est valide quant à sa forme. Donc, si c'est un testament devant témoin, de s'assurer qu'il y avait effectivement 2 témoins. Le tribunal ne va pas traiter du contenu du testament ou de dire que telle clause ou tel don que j'ai fait à ma fille est valide ou pas. C'est vraiment juste pour voir la forme. Parfait, excellent. Merci beaucoup, Monica. Monica, vous envoyez sur le chat le site gouvernement du Canada, donc chercheur de prestations. Donc, vous pouvez cliquer par mots-clés ou chercher dans la liste déroulante. Donc, merci beaucoup de votre participation, Monica. Alors, voilà, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, bah écoutez, c'est parfait. Je tiens encore une fois à remercier Maître Sarah. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors, d'ici quelques jours ou peut-être demain, je vais vous envoyer un courriel avec le lien de la vidéo qui sera en ligne sur notre chaîne YouTube, ainsi qu'un petit sondage. Alors, n'hésitez pas, évidemment, à nous donner vos commentaires. Merci Laure, Marco, de m'avoir invité pour ce webinaire. C'est super apprécié. Puis j'espère qu'on a pu aider des personnes ce soir. Ah, pardon, je vois que Madame... non, c'est parfait. Excellent. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée et on se voit bientôt pour un prochain webinaire. Merci.